pour cette réédition d'un retour d'expo. Donc je voulais remercier tout d'abord Annie Amer, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui était là la dernière fois, pour l'aide qu'elle m'a procurée pour l'élaboration du diaporama. Voilà, donc je suis obligée de m'asseoir puisque je vais manipuler l'ordinateur. Donc cette expo de Caillebotte, qui s'intitule « Peindre les hommes », qui était du 8 octobre 2024 au 19 janvier 2025. Et moi, j'ai pu la voir au mois de novembre. On reviendra sur ce tableau plus loin. Donc, cette exposition était au musée d'Orsay. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le musée d'Orsay est situé sur l'esplanade Valéry Giscard d'Estaing, dans le 7e arrondissement de Paris, dans l'ancienne gare d'Orsay. Il tient son nom du quai qu'il longe, le quai d'Orsay, nommé en l'honneur de Charles Boucher d'Orsay, qui était prévôt des marchands et qui le fait bâtir. La gare d'Orsay fut construite par Victor Laloux de 1898 à 1900 pour accueillir les visiteurs de l'exposition universelle de 1900. C'était le terminus de la compagnie des chemins de fer Paris-Orléans. Cette gare fut réaménagée en musée par décision du président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, et confirmée par François Mitterrand. Musée national français, il est inauguré en 1986. C'est un musée pluridisciplinaire exposant la plus riche collection de tableaux impressionnistes et post-impressionnistes au monde. Donc là, vous avez une photographie de Gustave Caillebotte. Donc en introduction, à l'occasion du 130e anniversaire de sa mort, le musée d'Orsay met à l'honneur Gustave Caillebotte, qui est né en 1848 et décédé en 1894. Le commissaire de l'exposition est Paul Perrin. À la fin de la séance, on verra un petit enregistrement, interview de Paul Perrin. Il est conservateur et directeur de la conservation et des collections au musée d'Orsay. Si l'exposition qui lui est consacrée, Caillebotte, peintre des hommes, aborde son œuvre d'artiste, cet accrochage exceptionnel rend aussi hommage à son action de collectionneur et de donateur. On peut dire Gustave Caillebotte, à la fois peintre et mécène. Différentes expositions concernant Gustave Caillebotte ont eu lieu, en particulier en juin 1894, l'année de sa mort, une rétrospective est réalisée chez Paul Durand-Ruel, marchand d'art, à Paris. En 1951, exposition à la Galerie des Beaux-Arts à Paris. Il fut célébré dès 1975-1976 outre-Atlantique par les musées de Houston et Brooklyn, qui lui consacrèrent une brillante rétrospective sous la direction de Kirk Van Edo, historien de l'art américain qui dirigeait le département peinture et sculpture au MoMA, le MoMA étant le Museum of Modern Art de New York. Il contribua grandement à la redécouverte de cet artiste. Il est étonnant de voir à quel point Caillebotte fut longtemps considéré comme le mécène des impressionnistes avant d'être perçu comme un artiste à part entière. Ainsi, en 1989, lorsque la galerie parisienne Bram et Laurenceau, située 68 boulevard Malesherbes dans le 8e arrondissement, lui consacra une exposition. Le public qui se présenta fut décontenancé de découvrir uniquement son œuvre propre et non les Manet, Renoir, Monet, Pissarro, Cézanne et autres Sisley qu'il avait acquis de son vivant. Il fallut attendre 1994, le centenaire de sa mort, et l'importante rétrospective organisée conjointement par le musée d'Orsay au Grand Palais et l'Art Institute of Chicago pour que le grand public redécouvre et prenne
et prenne pleinement conscience du caractère exceptionnel de sa production. Certains d'entre vous ont peut-être vu cette exposition, moi je m'en souviens. Depuis lors, le succès de Caillebotte n'a cessé de croître et les expositions ont fleuri au sujet de cet artiste dont la richesse semble inépuisable. Effectivement, Caillebotte ne s'est pas contenté d'être mécène et artiste, il fut également architecte naval ou encore horticulteur. Cette exposition de 1994 sera suivie de celle à la Fondation de l'Ermitage à Lausanne en 2005. Si nous nous penchons sur ce tableau autoportrait au canotier, c'est son premier autoportrait. Il en fera 4. L'artiste, le visage rond, est coiffé d'un sympathique couvre-chef, évocation de sa passion pour le canotage, sport qu'il pratique et qu'il représente dans ses toiles situées à Hyères, dans l'Essonne. Le peintre apparaît avenant et jovial sur un fond de verdure. Illustration des fondaisons épaisses et sombres des rivages. À cette époque, il a environ 25 ans. 2 ans plus tard, la carte de son service militaire indique qu'il mesure 1,67 m, a les cheveux châtains et les yeux gris. Le spectateur s'accroche à ce regard intense. Plus que les autres peintres du groupe impressionniste, Gustave Caillebotte a toujours montré une forte prédilection pour les figures masculines. Il dépeint l'apparence et l'existence des hommes de son temps, du moins ceux qui vivent auprès de lui, ses frères et amis, ou qu'il croise sur les boulevards en bas de chez lui. Ouvriers aussi bien que bourgeois en promenade. Caillebotte pose un regard réaliste, mais aussi très personnel sur ces figures, empreint d'interrogation sur sa propre identité d'homme, à la fois bourgeois, peintre, amateur, sportif ou célibataire, avec l'aspiration de s'affranchir des antagonismes de classe et empreint d'une forme d'admiration, voire de désir, pour un idéal masculin moderne. Il peut faire des chefs-d'œuvre en peignant les hommes de la rue. Ainsi, Caillebotte introduit dans la peinture de nouvelles images de la virilité, comme l'ouvrier ou le sportif, mais se plaît aussi à montrer le versant intime, considéré alors comme féminin, de la vie des hommes bourgeois, passant leur temps à jouer aux cartes, à regarder la ville depuis leur balcon ou même à leur toilette. À une époque où les sphères féminines et masculines sont plus que jamais différentes, où triomphe la virilité militaire, le patriarcat bourgeois et la fraternité républicaine, mais où s'amorce aussi le mouvement d'émancipation des femmes et d'émergence des subcultures homosexuelles. Les peintures de Caillebotte attestent des reconfigurations à l'œuvre dans la société à la fin du XIXe. J'essaie de ne pas faire de bruit, parce que l'autre fois, on les entendait drôlement. Donc, quelques mots sur sa biographie. Donc, en fond, vous avez un tableau qu'on reverra par la suite de manière plus distincte. En 1848, naissance de Gustave Caillebotte, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris. En 1851, naissance de son frère René. 1853, naissance de son frère Martial, qui est prénommé comme son père. En 1860, son père fait l'acquisition d'une maison à Hyères, dans l'Essonne. En 1866, son père fait construire un hôtel particulier dans le 8e arrondissement de Paris. En 1870 et 71, Gustave Caillebotte est mobilisé dans la garde nationale mobile de la Seine. 1873, il passe avec succès le concours d'entrée à l'École des Beaux-Arts de Paris. En 1874, c'est la première exposition impressionniste dans les locaux du photographe Nadar. En 1875, il est refusé au salon officiel. Il présente l'œuvre Raboteur de parquet,
Il est très affecté par ce refus. Il commence à acheter des toiles, notamment à l'occasion d'une vente à l'hôtel Drouot. En 1876, deuxième exposition impressionniste, où Caillebotte expose entre autres Raboteur de parquet, Le déjeuner et Jeune homme jouant au piano, que nous verrons par la suite. Il achète plusieurs toiles, dont 3 de Monet. Il organise les expositions impressionnistes de 1877, 1879, 1880 et 1882. En 1879, il achète avec son frère Martial un appartement, 31 boulevard Haussmann à Paris. En 1894, Caillebotte meurt d'une congestion cérébrale à 45 ans. Il lègue à l'État plus de 60 chefs-d'œuvre signés Degas, Cézanne, Manet, Monet, Renoir, Pissarro et Sisley. Lègue à condition que ces toiles soient exposées dans un musée national. Cette collection ne rejoindra le Louvre qu'en 1929 et se trouve actuellement au musée d'Orsay. Donc, quelques mots sur ce tableau qui était le fond de la biographie, Lierre, effet de pluie. Cette toile est une des toutes premières que l'artiste exécute à Hyères. Elle ouvre la série des scènes de plein air dans le cadre qui inspirera Caillebotte 3 étés durant. La rivière de Lierre longe sur une bonne partie le domaine familial. Dans cette liquidité miroitante, chère aux impressionnistes, le peintre saisit les effets des éléments atmosphériques. Comme le peintre, le spectateur a l'œil focalisé sur la rivière, zone de concentration de lumière et de mouvement, où ciel et terre se rejoignent. Caillebotte a su rendre admirablement le clapotis perturbant des gouttes au sein d'une eau parfaitement immobile, canalisée par un premier plan qu'on retrouvera souvent dans son œuvre et par la verticalité des troncs. Dans la sombre palette de brun et de vert, la lumineuse blancheur d'un temps d'averse éclate. Son miroitement dans l'onde est matérialisé par des empattements rapides et courts qui contrastent avec les masses sombres traitées en aplat. Donc le plan de l'exposition, il y a 10 salles. Donc la première salle, c'est Caillebotte et l'armée. La deuxième, Gustave et ses frères. La troisième, Au travail et à l'œuvre. La quatrième, Caillebotte et le costume masculin. La cinquième, La ville est à nous. La sixième, Homme au balcon. La septième, Portrait de célibataire. La huitième, Peindre le corps nu. La neuvième, Caillebotte et les sportmen. Et la 10e, Les plaisirs d'un amateur. Donc c'est un parcours à la fois chronologique et thématique. Donc j'ai repris le plan de l'exposition pour le plan de mon exposé. Et pour chaque partie, il y aura d'abord des généralités sur le thème en question, puis des commentaires sur le tableau présenté. Dans les années 80, tandis que de nombreux peintres impressionnistes s'attachent aux couleurs vives et contrastées de la côte méditerranéenne, Cézanne à l'Estaque, Monet et Renoir à Antibes, Caillebotte descend la Seine jusqu'au rivage de Normandie, dont 25 toiles environ gardent le souvenir. L'artiste représente ici le site de Villerville. Cette commune est à l'époque une des stations balnéaires que les touristes français découvrent grâce au chemin de fer. Cette marine est certainement une des plus réussies de la série normande de Caillebotte. Les tableaux que l'artiste exécute alors, comparés aux œuvres de la série parisienne, ne sont sans aucun doute pas marqués par une égale originalité de vision, mais témoignent d'une spontanéité de traduction. Caillebotte use alors d'une facture plus large, plus libre, pour traduire dans la clarté du
plein air, l'intensité des couleurs et les contrastes des zones d'ombre et de lumière. Nous verrons que les premiers plans, comme ici, prennent une place importante dans les tableaux de Caillebotte. Donc nous allons voir les différentes salles de l'exposition. Première salle, Caillebotte et l'armée. Si Caillebotte a peu représenté le monde militaire et jamais la guerre, ces sujets ont occupé une place non négligeable dans sa vie, contribuant sans doute à forger son regard sur la masculinité. Son père a notamment fait fortune comme entrepreneur des services des lits militaires, fournissant des textiles à l'armée sous la monarchie de Juillet puis le Second Empire. Alors qu'il suit des études de droit, Caillebotte est tiré au sort en février 1869 pour effectuer son service militaire. Mais il réussit à s'y soustraire, son père ayant la possibilité de payer un remplaçant. Mais pendant la guerre franco-prussienne 1870-1871, il est incorporé au 7e bataillon de la garde nationale mobile de la Seine et affecté à la défense de Paris. Sous la Troisième République, alors que le pays se prépare à une nouvelle guerre et rend progressivement obligatoire le service militaire, Caillebotte est versé dans la réserve active, puis dans l'armée territoriale. Le peintre effectue alors 2 périodes d'exercice en 1876 et 1881 et est libéré de ses obligations en 1889. Quelques mots sur ce tableau, Le Soldat. Parmi les tableaux qui jalonnent l'œuvre de Caillebotte, il en est peu qui représentent les personnages en pied. Le militaire apparaît sur un fond neutre, d'où tout mobilier évoquant la situation sociale du personnage a disparu. L'uniforme reste le seul moyen d'information sur le sujet, dont on ignore l'identité. On reconnaît le pantalon garance et la casquette, qui ont fait la silhouette du soldat d'infanterie de la guerre de 70, et que, par tradition, les radicaux ont maintenu. Décontracté, main dans la poche, attitude que l'on retrouve souvent chez Caillebotte, le soldat s'accorde un moment de détente après quelques corvées de garnison. Son regard très bleu s'évade hors de la toile, comme ses pensées sans doute lointaines. Assez grand pour son sujet, ce portrait, vraisemblablement un exercice de style, ne dévoile pas la personnalité de l'artiste, beaucoup plus présente dans d'autres œuvres. Excusez-moi, je vais boire. Dans la deuxième salle, Gustave et ses frères. Au début des années 1870, Caillebotte abandonne ses études de droit pour devenir peintre et est admis à l'École des Beaux-Arts de Paris après une formation dans l'atelier de Léon Bonnat. Après un premier envoi refusé au Salon par le jury en 1875, il rejoint le groupe des impressionnistes dont il partage l'envie de tourner le dos aux traditions pour représenter de façon réaliste la société de leur temps et leur propre existence. Ces premiers tableaux importants ont pour sujet la vie quotidienne avec sa mère et ses frères, dans leur hôtel particulier du 8e arrondissement parisien ou leur maison de campagne à Hyères. Son père, Martial, meurt en 1874, alors que Caillebotte n'a que 26 ans. Il est absent de ces tableaux, mais ces somptueuses propriétés, bâties ou achetées par lui, sont le signe de sa grande réussite sociale. Martial père a encouragé ses fils dans leur passion artistique, la peinture pour Gustave et la musique pour Martial fils. Ce tableau, le déjeuner. Dans la salle à manger de la rue de Miroménil, 2 membres de la famille de l'artiste partagent leur repas. Le fidèle valet de chambre, Jean Dorel,
Je vous montre. Bon, ben, ça marche pas, c'est pas grave. Donc, vous voyez Jean Dorel qui est debout. Jean Dorel, que Caillebotte portraiturera à 2 reprises, présente un plat à la mère du peintre. René, le frère cadet, est occupé à couper le contenu de son assiette. Au premier plan, l'assiette vide, relayée par l'arc du plateau de la table, nous admet dans ce cercle intimiste. Elle guide l'œil dans un mouvement tournant vers les innombrables courbes et ronds que constituent les objets et les têtes des personnages. Sur l'immense table ronde et noire, les formes délicates et les éclats purs des cristaux saisis par les rubans de lumière tamisés que filtre parcimonieusement le voilage, la nourriture peu abondante et les fruits disposés sur la table de ce repas, dont les convives éloignés l'un de l'autre apparaissent réservés, sinon froids. L'atmosphère sévère est encore traduite et accentuée par la sombre monochromie du couvert et par l'aspect solennel du superbe service qui n'a ici aucun caractère d'apparat, mais fait simplement partie du quotidien de la riche bourgeoisie de l'époque, dont le raffinement est aussi un art de vivre. Heureusement, les tons d'ivoire et de noir sont quelque peu réchauffés par l'emploi de couleurs chaudes, comme la couleur du vin. Les jeunes frères de Gustave sont parmi ses premiers modèles. À travers eux, il s'interroge sur son identité bourgeoise et sur sa place dans la société. Il est marqué par cette fratrie, 2 frères et un demi-frère, et cherchera toute sa vie à retrouver et dépeindre ce sentiment d'appartenance à un groupe modelé par un idéal de fraternité. Le tableau, le jeune homme au piano. Ce jeune homme au piano est Martial, le plus jeune frère du peintre, représenté ici pour la première fois à l'âge de 23 ans. Comme Gustave, Martial sans profession peut s'adonner à son art, la musique. Caillebotte place le compagnon de toute sa vie dans le cadre bourgeois de l'hôtel particulier de la rue Miroménil, dont il peint minutieusement le décor. Cette évocation, fugitive par l'instantanéité de la scène, témoigne du mode de vie de la haute bourgeoisie de ce XIXe siècle finissant. L'artiste s'attache à reproduire fidèlement les moindres détails de cette pièce cossue et capitonnée, dont les sons sont atténués. La dentelle des voilages et des dossiers de siège, les motifs colorés et exotiques du tapis, et de lourds rideaux assortis au papier peint, le velours frappé des sièges. Sur le piano Erard, le créateur du piano sous sa forme moderne, les reflets des mains, du clavier et du joueur sont traduits par un subtil effet de lumière et de transparence dans cet intérieur pourtant très sombre. La fenêtre devant laquelle se détache Martial Caillebotte par un jeu de clair-obscur laisse entrer un pâle soleil oblique d'hiver ou de fin d'automne. Présent à l'exposition de 1876, ce tableau a étonné plus d'un critique par la perspective bizarre du piano. L'instrument de musique menace de devenir un instrument de torture. On craint à chaque instant de le voir tomber sur ce bon jeune homme qu'il va infailliblement écraser, écrit Louis Hénault dans le Constitutionnel. Louis Hénault, journaliste et romancier français, né en 1820 et décédé en 1900. Troisième salle, au travail et à l'œuvre. Caillebotte, qui a grandi à proximité de la manufacture textile familiale, dans un Paris où la population ouvrière s'accroît, est l'un des premiers à dédier de grands tableaux aux travailleurs urbains, refusés par le jury au salon de 1875
Raboteur de parquet attire tous les regards à l'exposition impressionniste de 1876. Donc le tableau, Raboteur de parquet. Ce tableau, un des plus célèbres de Caillebotte, qui transmet l'image du monde ouvrier du siècle de la Révolution industrielle, est réalisé à Paris lors de travaux effectués dans l'hôtel particulier de la rue Méroménil. Son sujet réaliste, taxé par certains de vulgarité, est en corrélation directe avec le naturalisme littéraire qui conduit Zola à mettre en scène mineurs, blanchisseuses, zingueurs ou cheminots. Ces torses nus, qui laissent voir apparaître le relief des vertèbres, les épaules musculeuses et les bras fuselés, nous rappellent que l'artiste a étudié l'anatomie dans l'atelier de Bonnat. Si certains trouvent les nus parfaitement traités, d'autres jugent les bras de ces raboteurs trop maigres et les poitrines trop étroites. Le visage masqué ou à peine visible des travailleurs traduit leur concentration et le côté pénible de leurs tâches. Les seuls éléments de leur environnement en sont le reflet. Sac à outils, marteau, racloir, rabot, lime, bouteilles et verres. La prise de vue en surplomb et l'absence de plafond compriment l'espace et nous renvoient sur le sol d'apparence pentue où des personnages sont tassés. La perspective linéaire des horizontales et des verticales donne au regard de plonger directement sur ses torses raides et ses bras éclairés, seuls à se mouvoir dans ce décor statique. Dans cet intérieur dont la palette tend à s'éclaircir, le bas de la fenêtre laisse passer une lumière qui, par des reflets de clair-obscur, modèle le relief des muscles et des os et joue de ces reflets sur les outils et les parties brillantes du parquet, faisant ressortir le rectangle déjà mat. Derrière les arabesques de la grille de la fenêtre se profilent les immeubles de la rue, thème développé plus tard par l'artiste. Cette œuvre sera donnée aux musées nationaux par les héritiers de Caillebotte en 1894. Cette œuvre peut aussi se lire comme l'expression pour l'artiste d'un idéal masculin moderne, viril et républicain, fondé sur l'idée de l'effort collectif, du travail, de l'égalité et de la fraternité. Donc, autre tableau, les peintres en bâtiment. Si le regard du peintre bourgeois domine ses modèles, les employés de sa famille, Caillebotte dit aussi mépriser les distinctions dites sociales et s'identifie à eux comme travailleurs manuels, tout particulièrement dans peintre en bâtiment. Travailleurs infatigables par tempérament, ayant horreur des oisifs, selon les mots d'un journaliste de la revue Le Yacht. L'artiste tente ici d'échapper à sa condition de riche rentier et s'épanouit en bâtissant des rapports fraternels avec des hommes d'autres milieux. Présenté à l'exposition de 1877, les peintres en bâtiment reprennent le cadre du Paris haussmannien dont on reconnaît la rectitude des façades et des trottoirs, sans pouvoir identifier la rue, semblable à ses voisines. Dans cette vue de la capitale, les petites gens, pauvres mais honnêtes, que sont les peintres, ont remplacé les bourgeois. Ce tableau sympathique transmet avec naturel la quotidienneté d'une image parisienne. Au bord de ce trottoir, on entend déjà le gai sifflement des peintres. Un travailleur s'autorise même au port du canotier, un accessoire issu du monde des loisirs. Leur regard pensif est dirigé vers la tâche à accomplir et l'enseigne du magasin. Façade, trottoir, chaussée et ciel sont des triangles qui se rejoignent au loin et approfondissent le champ de vision vers l'infini. Les mêmes triangles sont repris par la forme des échelles, la passante et les blouses des peintres.
Donc quatrième salle, Caillebotte et le costume masculin. Le critique d'art Louis Duranty, 1833-1880, note dans le journal La Nouvelle Peinture en 1876. Ce qu'il nous faut, c'est la note spéciale de l'individu moderne, dans son vêtement, au milieu de ses habitudes sociales, chez lui ou dans la rue. Fin de citation. Souscrivant à ce projet réaliste, Caillebotte s'attache à la représentation du costume masculin. Le vêtement ouvrier, coloré, bleu ou blanc, clair, se démarque du costume bourgeois souvent noir. Les costumes clairs ou colorés à motifs, rayures, carreaux, pieds de poule, sont également admis pour les hommes comme vêtements de campagne ou de saison. Caillebotte les représente dans ses scènes de villégiature et de canotage. Donc ce tableau, Canotier ramant sur Lierre. Ce tableau fait partie d'une série des canotiers qui évoluent sur la rivière dans une légère embarcation. L'artiste, grand amateur de canotage, a pu étudier à loisir l'attitude des pratiquants de ce sport. Devant ce tableau, nous sommes particulièrement saisis par la puissance qui se dégage de ce canotier. Caillebotte met en relief la force et l'énergie. On retrouve l'aspect besogneux des scènes de société. Comme dans Raboteur de parquet, étrange symbiose du naturalisme et de l'impressionnisme prôné par Zola et Monet. Voulant dépeindre l'héroïsme de la vie moderne, selon l'expression de Baudelaire, Caillebotte représente en grand format des figures contemporaines où le costume masculin joue un rôle majeur. Si on regarde les dimensions, c'est quand même 1,53 m sur 1,14 m. Le bannissement des couleurs et des matières luxueuses accompagne la promotion d'une culture virile faite de maîtrise de soi et de retenue, réservant aux femmes la séduction par la couleur et l'ornement. Caillebotte souligne cette uniformité républicaine qui confère aux rentiers et aux domestiques la même silhouette. Il note toutefois les détails qui permettent d'individualiser ces modèles, comme le col ouvert représenté sur ce tableau. Il cherche aussi à restituer le corps sous le vêtement, montrant un intérêt particulier pour les attitudes nonchalantes, relâchées, une aisance toute virile. Cette gestuelle est facilitée par l'évolution du costume masculin, devenu dans les années 70-80 plus ample et plus confortable. Le paletot, qui est un par-dessus large et droit en drap, triomphe. Il est omniprésent dans les tableaux de Caillebotte. L'homme debout au premier plan, vraisemblablement dans le café de la Nouvelle Athènes, est un ami de Caillebotte non identifié. Le regard presque goguenard de cet individu, à l'aise, les mains plantées dans les poches, nous invite à observer les deux joueurs indifférents à sa présence grâce à un subtil jeu de glace. Notons, comme le fait remarquer Kirk Varnedo, l'ombre inattendue des chapeaux melons, qui, ne pouvant tomber dans le vide, indique que seul l'intermédiaire d'une troisième glace, placée derrière les joueurs, nous permet de voir la fenêtre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du jeu des différents miroirs. C'est pourquoi, malgré la précision du décor et de la scène, composée très rigoureusement, le spectateur ressent une certaine confusion à distinguer le réel de l'illusion d'optique. Ce jeu de glace sophistiqué traduit chez Caillebotte le désir de rendre originale une scène banale. Ces effets de miroir qui superposent des images de plus en plus rétrécies en une ligne oblique ascendante approfondissent notre champ de vision, comme le ferait une longue vue, et nous offrent, au-delà de l'espace restreint du premier plan, une vue d'ensemble du café. Les verticales et les horizontales sont agrémentées par les rondeurs qui marchent par paires, celles des chapeaux melons notamment. Note fantaisiste bienvenue
qui ne rompt en rien la symétrie de la composition. 5e salle, la ville est à nous. Parmi les compositions les plus spectaculaires de Caillebotte figurent ses ambitieuses vues urbaines parisiennes, très remarquées à l'exposition impressionniste de 1877. Grand format, construction spatiale et complexe, cadrage immersif, elles produisent un puissant effet de réalité. D'une échelle bien supérieure à ce qui est communément admis alors pour de tels sujets. Elle hisse la vie moderne à l'échelle héroïque de la peinture d'histoire. La vision de la ville que donne à voir Caillebotte est à la fois emblématique de la modernité par la nouveauté des architectures, mais à la fois très personnelle. Ce tableau, sur le pont de l'Europe. Au XIXe siècle, avec l'arrivée du chemin de fer, la gare joue un rôle essentiel dans la ville. Elle offre aux voyageurs l'image d'un urbanisme moderne. La gare Saint-Lazare, qui dessert certaines lignes de la banlieue parisienne comme Argenteuil, Vernon, Marly ou Pontoise, au lieu de l'impressionnisme, et avec ses trains à vapeur, un des aspects du nouveau Paris. Quelques mois avant l'exécution de la première gare Saint-Lazare par Monet, Caillebotte représente le pont de l'Europe qui en domine le site, comme en témoigne la fumée crachée par quelques locomotives. Vous pouvez voir à droite, la tache blanche, c'est de la fumée. Ce grand ouvrage métallique achevé en 1868 est situé sur la place de l'Europe, d'où rayonnent 6 rues baptisées chacune du nom d'une grande cité du continent. En vue de cette toile de grande dimension, 1,31 m sur 1,81 m, Caillebotte a fait construire un omnibus vitré d'où il peut observer le pont, par tous les temps, et exécuter des études préparatoires. Dans cette scène animée qu'aurait pu saisir l'appareil d'un photographe, l'édifice jette sur l'asphalte blanche ses ombres bleuâtres. Se dressent ces immenses X métalliques en direction du point de focalisation, la rue de Saint-Pétersbourg. Le cadrage choisi par l'artiste souligne le caractère imposant de la structure de métal. Caillebotte s'est représenté dans la figure de l'homme au chapeau haute forme qui se dirige vers l'extérieur du tableau. L'ouvrier accoudé au premier plan annonce les peintres en bâtiment que nous avons vus avant, représentation des petits métiers de Paris. Ces compositions révèlent aussi l'assurance et la liberté avec laquelle les hommes occupent l'espace public. Fondamentalement masculin au XIXe siècle, qu'ils soient des propriétaires comme Caillebotte, qui hérite de son père plusieurs immeubles en 1874, ou des travailleurs plus modestes. Donc ce tableau, rue de Paris, temps de pluie, qui est aussi très connu. Le peintre a sans doute réalisé cette œuvre par un temps approprié sur le site même du carrefour du quartier de l'Europe. L'immeuble, dont la masse architecturale régulière se détache sur le fond, forme l'angle de la rue de Moscou et de la rue Clapeyron. Les dimensions impressionnantes, 2,12 m sur 2,76 m, de la forme définitive du tableau sont très remarquées à l'époque. Caillebotte, plus fortuné que ses amis, peut en effet s'offrir cette grande toile qui reste sans équivalent dans la production impressionniste par sa taille et par la traduction de son sujet. Les 2 personnages du premier plan qui se dirigent vers l'extérieur de la toile sont des familiers de l'artiste non identifiés. Seule indication sur un croquis, le prénom de Clotilde.
On peut remarquer que le personnage de droite est coupé une fois de plus. C'est très, très fréquent dans les tableaux de Caillebotte que les personnages soient coupés. On verra même qu'il y a un tableau avec un bateau où la voile est coupée aussi. À l'exposition de 1877, la version définitive grandeur nature de cette rue de Paris, Temps de pluie, qui déroute toutes les traditions, suscite des commentaires très importants et plus ou moins élogieux. L'artiste offrira l'esquisse à Claude Monet. Sixième salle, les hommes au balcon. Après la mort de ses parents, Caillebotte, âgé de 31 ans, vend l'hôtel familial et s'installe avec son frère Martial dans un grand appartement au 3e étage d'un bel immeuble boulevard Haussmann. Avec l'invention de l'ascenseur, les habitations gagnent en hauteur. Les étages supérieurs deviennent des espaces nobles, comme en atteste le balcon filant du logement des deux frères. Autrefois, les étages supérieurs, c'était pour le petit personnel. Donc, le tableau, un balcon, boulevard Haussmann. C'est là que l'artiste fait poser ses amis dans des compositions inédites. Car si la fenêtre est un motif traditionnel en peinture, le balcon haussmannien est une nouveauté. De là, ces hommes semblent dominer la ville et participer à l'action de la rue sans pour autant se mêler à la foule. Semblant à leur aise dans cet espace à mi-chemin entre la sphère publique de la rue, masculine, et la sphère privée, féminine, selon les conceptions de l'époque, leur attitude méditative ou mélancolique laisse néanmoins deviner un sentiment d'isolement. Balcon. L'homme qui regarde pensivement le boulevard Haussmann dans la direction de la place Saint-Augustin est Maurice Brault, ami du peintre et de son frère Martial. Ce balcon en encorbellement est caractéristique des nouvelles façades pleines de distinctions. À gauche, la courbe de la balustrade de fonte indique l'angle de l'immeuble et de la rue Gluck. Au premier plan, surgit du bas du tableau, la rampe oblique renforce la rectitude de l'alignement des bâtiments. Un tel sujet s'inscrit dans la logique de l'évolution de l'œuvre du peintre. Auparavant, le personnage était représenté à l'intérieur, devant une croisée ouverte ou fermée, donnant sur la rue ou sur l'immeuble d'en face. Désormais, il a franchi le seuil de la porte-fenêtre et figure dans une scène de plein air. Ce point de vue original inspire à Caillebotte, qui peint sur son balcon de singulières visions en plongée des boulevards, où des silhouettes réduites à quelques touches de couleur semblent errer dans un espace devenu abstrait. Donc le tableau, un refuge boulevard Haussmann. C'est du balcon de l'immeuble que l'artiste habite depuis 1878 qu'il peint cette vue plongeante. Derrière l'opéra, à l'angle de la rue Scribe, de la rue Gluck et du boulevard Haussmann. Un refuge disparu depuis permet aux piétons de se mettre à l'abri de la circulation parisienne, un des aspects de la modernité. Dans une mise en page originale, le peintre a fait pratiquement disparaître la façade des bâtiments et totalement la ligne d'horizon en l'élevant au-delà du cadre. La perspective montante du refuge, située dans un jeu de diagonales plus ou moins soulignées, nous repousse au fond du tableau sur l'angle de l'ombre du trottoir, et l'absence d'horizon aplatit l'espace comme un couvercle. Ce cadrage évoque aussi la photographie, dont certains adeptes montent dans les étages pour prendre des vues parisiennes. Caillebotte suit la même démarche, notamment avec la calèche du fond, qui apparaît floue, tandis que vers l'avant, les trois hommes au chapeau haute forme se détachent plus précis et plus sombres. Leur ombre et celle des lampadaires indiquent la position du soleil.
7e salle, portrait de célibataire. Le critique Bertal écrit « Il a des amis qu'il aime et dont il est aimé. Il les assoit sur des canapés étranges, dans des poses fantastiques. » Fin de citation. Auteur de nombreux portraits d'hommes à la fin des années 70 et au début des années 1880, Caillebotte se montre souvent plus sobre, privilégiant l'intérieur souvent presque vide de son appartement et des poses et expressions retenues, voire austères, pour se conformer à ce que l'on attend des hommes du XIXe siècle, ni ornement, ni sentiment. Cette simplicité fait ressortir la forte présence physique de ces modèles. Le tableau Portrait d'Henri Cordier. Orientaliste français et grand voyageur, Henri Cordier est comme l'artiste un enfant du Second Empire, puisqu'il naît en 1849 à la Nouvelle-Orléans. Après une vie bien remplie, il meurt à Paris à l'âge de 76 ans. Grand érudit, membre de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, professeur à l'école des langues orientales, il publie de nombreux ouvrages sur l'Empire du Milieu. Les liens qui unissent les deux hommes confirment que le niveau intellectuel du peintre était remarquable. Caillebotte, en témoignage d'amitié, le représente en plein travail, dans l'intimité de son bureau, rue de Rivoli. Sa concentration est soulignée par sa position inconfortable. Sans doute assis sur un tabouret, l'écrivain apparaît très éloigné de son bureau. Ce tableau raconte l'histoire de la naissance d'un livre. À gauche, le passé et les plumes usagées. Au centre, le présent et l'écriture. À droite, le futur, le manuscrit transformé en livre, prend place dans la bibliothèque. Ce tableau, don de la veuve d'Henri Cordier aux musées nationaux, est entré au Louvre en 1929. Ce monde est presque exclusivement masculin, comme le sont les sociabilités de Caillebotte. La plupart des modèles de ses portraits habitent près de chez lui et resteront également célibataires. Ce qui, dans une société où l'accomplissement masculin passe d'abord par la famille, peut s'apparenter à une forme de marginalité. Portrait de Jean Dorel. Je vous ai zoomé la signature, mais on la verra mieux tout à l'heure. Jean Dorel était le majordome de Caillebotte. Il est né en 1830 et décédé en 1893. Il lui servait de modèle. Ce tableau a été légué au musée d'Orsay en 2019. Huitième salle, peindre le corps nu. Caillebotte a peint très peu de nus, mais au début des années 1880, il exécute 3 tableaux sur ce sujet. L'un représentant une femme et 2 autres un homme. Ces peintures sont particulièrement novatrices par leur réalisme sans concession. Aucun prétexte historique ou mythologique, aucune idéalisation des corps présentés dans leur vérité. Donc les 2 tableaux, l'homme au bain et l'homme s'essuyant la jambe, le deuxième étant inachevé. Donc l'homme au bain est conservé au musée des Arts à Boston. Il est présenté seulement en 1888 dans une exposition du groupe des Vins, un cercle d'avant-garde qui le relègue dans une arrière-salle. L'homme musclé, représenté par Caillebotte, est observé dans une posture inélégante d'une personne qui s'essuie avec sa serviette dans une attitude féminine. Bon, moi je ne vois pas ce qu'il y a de féminin, mais bon. C'est le pendant du deuxième tableau de nu, inachevé, l'homme s'essuyant la jambe. C'est le même homme, la même salle de bain, avec la même baignoire en cuivre et la même chaise paillée. Ces œuvres sont-elles trop subversives ? En effet, si le thème de la toilette n'est pas neuf, Caillebotte s'inspire alors de Degas, substitue un homme au modèle féminin, le représenter dans son intimité, de dos,
Et enfin, offrir aussi franchement son anatomie au regard et à la délectation brise les conventions de l'époque. Ces œuvres, qui ont suscité des interrogations sur la sexualité de l'artiste, dont nous ne savons rien, posent les questions d'héroïsme et de genre. Elles opposent leur mystère à toute interprétation facile. Personnellement, moi je trouve que les fesses du monsieur à droite sont très sexy. Salle numéro 9. Caillebotte et les sportmen. La culture des loisirs se développe en France pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Elle inspire à Caillebotte une importante série d'œuvres sur le thème du canotage et de la baignade présentée à l'exposition impressionniste de 1879. Mais contrairement à la majorité des artistes de sa génération, pour qui ces sujets sont prétexte à figurer des hommes et des femmes flirtant en barque ou dans les guinguettes, Caillebotte montre un canotage sérieux, non mixte et sportif. Expression d'une nouvelle culture masculine célébrant le dépassement de soi, la discipline, la force physique et l'effort collectif. Le sport au grand air est vu comme une antidote aux maux et vices dévirilisants de la société urbaine et industrielle. Donc le tableau, Périssoir sur Lierre. Donc les périssoirs sont des embarcations plates, longues, étroites, qui se manœuvrent à la pagaie double ou à l'aviron. Dans cette toile réalisée sur la rivière de Lierre, à la hauteur de la propriété des Caillebottes, défilent sous nos yeux, telle une pellicule cinématographique, ces charmants canotiers dans leur périssoir. L'effet de mouvement est rendu par la coupure des embarcations maniables et fragiles, et par la proue effilée de la première, fendant le cadre et l'eau, qu'elle soulève de gerbes colorées, traitées en longues touches fortes et fragmentées. L'intégration des figures dans un paysage, préoccupation des artistes impressionnistes, est ici parfaitement maîtrisée. Couleurs intégrées, touches longues, identiques au paysage, nonchalance et paresse dans un environnement paisible. On retrouve la note d'humour de Caillebotte, fréquente dans ses scènes de canotage, qui s'apparenterait, selon Kirk Varneno, au comique original des films de Jacques Tati. Comme le réalisateur, le peintre se nourrit d'une observation minutieuse de la réalité quotidienne. En effet, visages à demi cachés sur leur couvre-chef paillé, évocateurs des casques coloniaux, membres raccourcis par la perspective, pieds souplement retournés, les personnages sont tous du même modèle et ne manquent pas de faire sourire. Le pagayeur au premier plan ne se dirige pas droit et laborieusement sur nous, mais file sur le côté avec facilité. Parmi les commentaires ironiques de l'exposition de 1879, où ce tableau figure, la plume du critique Bertal est favorable aux scènes de canotage. Des périssoirs fournissent à M. Caillebotte le prétexte de peindre des figures vivantes et mouvementées, l'eau clapotante et des feuillages inondés de lumière ou baignés d'ombres transparentes. Fin de citation. Donc ce tableau, c'est baigneur bordelière, c'est le seul pastel. Les autres sont des huiles sur toile. Ces compositions ne sont pas dénuées d'une certaine sensualité. Caillebotte installe au plus près du spectateur ces jeunes hommes au physique athlétique, portant un simple maillot et jouissant du soleil, de l'air, de la vitesse et de l'immersion dans la nature. Le sujet, éminemment moderne, est aussi très personnel. Ces sportifs ne participent pas en effet à de grandes compétitions sur la Seine ou sur la Marne, ils canotent simplement sur Lierre, rivière qui coule en bordure du parc de la maison de campagne des Caillebottes, au sud-est de Paris. Cette scène anecdotique, charmante de naturel, est la première de la série des 3 baigneurs que Caillebotte réalise au bord de la rivière de Lierre.
On reconnaît l'esprit curieux et attentif de l'artiste qui traduit là l'aspect inattendu d'une station banale, dans une composition dont le découpage est également insolite. La température de ce début de journée paraît douce, mais nécessite un peignoir. Personnage de droite. Donc le personnage de droite, à moitié coupé, comme souvent dans les tableaux de Caillebotte, a resserré dans son peignoir, les cheveux mouillés, s'est mis discrètement en retrait pour assister à l'effort du plongeur. Le temps est comme suspendu à l'image du corps en équilibre, au-dessus du vide. Les rayures bleues et blanches du costume de bain pittoresque contribuent à l'intégration au paysage du plongeur. Elles évoquent les remous de l'onde et les rides circulaires que celui-ci fera en entrant dans l'eau, vers les reflets blancs, point d'immersion. Sur la gauche, le tronc souple interdit à l'œil de s'évader hors de la Seine, où l'on serait tenté de prévoir l'évolution du nageur. Cet axe nous ramène vers la rive d'en face, qui suit la colonne vertébrale de l'homme, et vers l'épaisse végétation, et les arbres au feuillage plongeant. L'ouverture d'une clairière ou d'un champ évite un effet de cloisonnement, né de l'absence de ciel, du tronc, de l'impénétrable masse végétale et des bordures de ciment. Elle élargit l'espace à l'infini et accentue ainsi l'impression d'éloignement du témoin qui reste en fait très proche du plongeur. 10e salle, les plaisirs d'un amateur. Au début des années 1880, Gustave et Martial Caillebotte vendent le domaine de Hyères pour acquérir une propriété au Petit Gennevilliers, au bord de la Seine. Là, ils peuvent laisser libre cours à leur passion pour le yachting, mais aussi l'horticulture. Au mariage de Martial en 1887, Gustave quitte Paris et s'installe définitivement en banlieue avec sa compagne, Charlotte Berthier, quelques domestiques et 2 matelots. Il ne quitte la région parisienne que pour participer à des régates en Normandie. Après la dissolution du groupe impressionniste au cours des années 1880 et à la fin de leurs expositions collectives, il n'expose presque plus à Paris. Il continue cependant à peindre avec ardeur, dans un style plus hardi que jamais, des œuvres inspirées par ses activités d'amateur et pour lesquelles pose un cercle réduit d'intimes. Ce tableau, donc là encore la voile de gauche est coupée. Le panorama est représenté depuis la berge du Petit Gennevilliers, vers l'amont de la Seine. Au premier plan, le ponton proche de la maison de l'artiste. Au loin, le vieux pont de bois et les collines de Sannois et d'Orgemont. Dans cette toile, Caillebotte saisit les reflets mobiles du fleuve. Il juxtapose de rapides taches colorées, courtes et empâtées, qui forment les miroitements scintillants des voiliers baignés dans la lumière. Celle-ci est traduite par les jaunes présents dans les éléments solides, gazeux et liquides du paysage. La provenance de la lumière diffuse est indiquée par les ombres des grands voiles sur les focs de l'embarcadère et de l'embarcadère. Il ne renonce pas toutefois à la permanence des formes. Pratiquant assidu de voile, il s'attache à rendre avec exactitude la position des bateaux et leur gréement. Détachés dans le ciel, les mâts se profilent vers le lointain. Tangon, Baume et Auban se détachent nettement. Les 2 voilures blanches glissent lentement au gré du vent vers le pont. La faible gîte des coques est soulignée par la verticalité des mâts des voiliers au mouillage et des piles du pont. Les feuillages verts, échos des collines lointaines qui abritent des maisons blanches aux toits orangés, participent à l'harmonie colorée du tableau.
Donc tableau, une course de bateau, là aussi les dimensions, 1,57 m sur 1,17 m. Dans son dernier grand format, une course de bateau 1893, le peintre réunit ses différentes passions. Il se représente en marin, à la barre d'un bateau de course qu'il a lui-même dessiné et fait construire, voguant avec un autre homme sur la Seine. Une certaine idée du bonheur, ou tout au moins de la liberté. La scène capture l'élégance et l'excitation des courses de bateaux. L'eau de la Seine est parsemée de voiliers, aux voiles gonflés par le vent, glissant avec grâce et agilité. Je ne vois pas le gouvernail. Tu l'imagines. C'est pas une photo, hein, c'est un tableau. Les mâts fins se dressent haut dans le ciel, tandis que les reflets ondulent sur l'eau, créant des motifs abstraits de lumière et d'ombre. La composition dirige notre regard à travers la rivière, vers l'horizon lointain où se détachent les contours de la ville. Caillebotte, dans cette œuvre, démontre son habileté à conjuguer le mouvement et la réflexion, un thème cher aux impressionnistes. Il capture l'essence d'un après-midi ensoleillé sur l'eau, un moment où le loisir et la compétition se fondent en une douce harmonie, témoignant de la vie et du dynamisme d'Argenteuil à cette époque. Donc nous reprenons l'affiche de l'exposition, qui est donc le tableau, la partie de bateau, ou le canotier au chapeau haute forme, qui entre dans la collection au musée d'Orsay en 2022. Elle représente un canotier en train de ramer sur l'Yerre. En 1878, Caillebotte s'inscrit au Cercle de voile de Paris, situé à Argenteuil et que fréquentent Manet, Monet et Renoir. Il peint ici un ami qui a juste enlevé sa veste, a gardé son haute forme. Au fond, deux rameurs s'approchent en périssoie. L'exposition du musée d'Orsay permet aux amateurs de la peinture de Caillebotte de se replonger avec un immense bonheur dans l'univers de l'artiste. Le visiteur passe tout simplement un moment magnifique à s'imprégner sans arrière-pensée du style inimitable de Caillebotte. On apprécie à sa juste valeur l'opportunité de pouvoir admirer ses chefs-d'œuvre comme Raboteur de parquet ou Pont de l'Europe ou encore Rue de Paris par temps de pluie, prêté par l'Art Institute de Chicago. L'immédiateté modifie le regard. C'est une image forte, surprenante. Il présente une volonté de modernité majeure. En outre, les nombreux dessins et esquisses préparatoires apportent une plus-value d'intérêt particulièrement appréciable pour comprendre sa méthode de travail. Il laisse 221 esquisses et dessins préparatoires. L'exposition correspond à la date anniversaire du legs de Gustave Caillebotte de sa collection de peintures impressionnistes à l'État. Cette exposition est actuellement présentée au Jean-Paul Getty Museum à Los Angeles jusqu'au 25 mai. Dépêchez-vous, c'était hier, tant pis. Puis à l'Art Institute of Chicago du 29 juin au 5 octobre. L'artiste meurt d'une congestion cérébrale le 22 février 1894 à l'âge de 45 ans. Il laisse donc 221 toiles et plus de 300 esquisses et dessins préparatoires. Ses obsèques sont célébrées en l'église Notre-Dame de Lorette par son demi-frère Alfred de Caillebotte, curé de la paroisse. La foule est si importante que nombre de ses amis sont obligés d'assister à la cérémonie sous le porche d'entrée. Il est ensuite enterré au cimetière du Père-Lachaise dans le caveau familial. La perte de leurs compagnons et amis frappe les impressionnistes. Pissarro écrit à son fils « Nous venons de perdre un ami sincère et dévoué. En voilà un que nous pouvons pleurer. Il a été bon et généreux, et ce qui ne gâte rien, un peintre de talent. » Fin de la citation. Monet, quant à lui, écrira quelques années plus tard. S'il avait vécu au lieu de mourir prématurément,
Il aurait bénéficié du même retour de fortune que nous autres, car il était plein de talent. Il avait autant de dons naturels que de conscience, et il n'était encore, nous l'avons perdu, qu'au début de sa carrière. » Fin de citation. Donc, pour terminer, nous allons voir l'interview du commissaire de l'exposition, Paul Perrin. Voilà, je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire. Merci Jean-Michel. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.